Alors, oh là, il ne faut pas parler trop fort. Alors, n'hésitez pas à venir occuper les chaises qui sont devant. Merci, merci Michel. Avec Claude, voilà, il y a des gens qui sont disciplinés, qui respectent, voilà, qui occupent le terrain. Donc, il y a des gens debout là. Venez, venez vous asseoir. Donc, on ne va pas prendre trop de retard. On va essayer de respecter le timing pour cette première conférence. On a déjà un peu de retard d'ailleurs, parce qu'elle aurait dû commencer à 10h. Donc, je suis chargé, je suis Fabrice Velli, donc vice-président de Lorient Agglomération, chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et je représente là ce matin donc Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération. Et donc, je suis chargé de prononcer un petit mot d'ouverture. Donc, pour vous rappeler que dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire, donc Lorient Agglomération porte une ambition forte, celle de favoriser l'inclusion de tout citoyen en situation de handicap. Et cette inclusion, évidemment, passe aussi par la meilleure connaissance et la mobilisation et la sensibilisation des populations vis-à-vis du handicap. Et l'événement qu'on vit aujourd'hui, ce matin et toute la journée, donc en est l'expression, on est une expression. Donc c'est tout le mois de novembre ce qu'on a appelé le mois du handicap, les accessibles, donc qui est organisé par Lorient Agglomération. Donc c'est tout ce mois qui sera l'occasion justement de découvrir toutes les initiatives, enfin en tout cas de nombreuses initiatives du territoire en faveur de cette inclusion. Et ces accessibles démarrent ce matin ici même au Parc des Expos de Lorient, agglomération à Lanester. Et vous êtes, il y a à peu près 80 acteurs, donc vous comptez le nombre de personnes, ça fait quelques centaines de personnes qui vont être là toute la journée, qui vont se relayer. Donc 80 acteurs sur le handicap, sur l'innovation, sur l'inclusion, sur la construction d'un vivre ensemble. Et l'objectif, c'est d'en faire un événement grand public, au-delà des personnes qui peuvent être concernées directement ou indirectement. Là, c'est vraiment d'en faire un événement grand public. Donc c'est bien sûr gratuit, donc il ne faut pas envoyer sur vos réseaux, dites venez, c'est aujourd'hui que ça se passe, et c'est vraiment un événement unique qui, je pense, marquera le territoire. On discutait tout à l'heure avec quelqu'un qui venait de Rennes, de Paris, pardon, et qui était fier de voir de ses origines bretonnes, voir le dynamisme du territoire sur ce sujet. Donc il y a environ une centaine d'animations qui seront proposées toute la journée, avec différents stands, des ateliers, des conférences. Donc il y en a une tout à l'heure, tout de suite, là je vais laisser la parole. Et donc il y a du numérique, mais il y a aussi toutes sortes de solutions en vue de l'inclusion. Vous aurez l'occasion de voir tout ça. Et il y a même un handi-job dating. Donc je ne sais pas si il y avait Maël tout à l'heure que j'ai vu, qui est une personne en situation de handicap, qui est venu pour ça, justement pour essayer de trouver un boulot, puisqu'il est en recherche d'emploi dans le commerce, si je me souviens bien, il m'en avait parlé il y a quelques semaines. Donc le HIT et l'événement ici, c'est quand même le premier événement d'envergure de ce projet qui est à destination du grand public. J'insiste sur cette notion, sur cette ouverture au grand public et des professionnels. Alors le HIT, je rappelle quand même, parce que vous êtes peut-être au courant, mais j'en profite quand même pour en parler et de rappeler un petit peu ce que c'est. Donc c'est un projet de territoire qui est structurant, sur 8 ans. Et c'est un projet à la fois transversal. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer la vie des personnes en situation de handicap en réunissant tous les acteurs de cette filiale. Et le postulat de base du projet, c'était de considérer le handicap comme un vecteur d'innovation et de développement pour le territoire, parce que l'inclusion sur le territoire, elle est importante. Et c'est aussi de promouvoir, alors vous avez vu sur le stand de l'Agglo, il y a un mot qui peut faire un peu peur, le handicap hormone, mais qui est vraiment une réalité, et c'est vraiment l'objectif que ce projet porte. Et c'est de transformer les limites en opportunités. Et là, en tant qu'élu de territoire, de faire de Lorient Agglomération un modèle, un territoire inclusif de référence qui sera aussi capable de s'exporter et de servir de base pour d'autres territoires. Alors nous, c'est Lorient Agglomération qui pilote ce projet, mais il y a bien sûr d'autres acteurs. Donc il y a le centre Carpap qui est représenté devant moi là, il y a son directeur qui viendra tout à l'heure, je pense, mais qui est vraiment un acteur essentiel du territoire et qui est à la pointe de ce domaine depuis plus de 50 ans. Il y a également Biotech Santé Bretagne qui est là, et 37 partenaires qui à un moment donné interviennent, travaillent sur ce projet. Et donc je rappelle que c'est un projet initié par la Banque des Territoires, avec le soutien financier de la région Bretagne. Et puisque nous sommes à Lanester, j'en profite, puisque ce projet a été lancé par l'équipe précédente, j'en profite pour saluer l'ancienne maire de Lanester, Thérèse Thierry,
qui a été à l'origine aussi en tant qu'élu de ce projet. Donc on est sur la commune de La Nézère, donc c'est bien normal de rappeler ce fait-là. Et ce projet, bien sûr, a été repris et développé par l'équipe actuelle menée par le président Loer. Alors, les objectifs aujourd'hui de cette première édition, donc, c'est de partager donc, les valeurs du projet HIT donc, autour de l'inclusion, toujours l'inclusion des personnes en situation de handicap à l'échelle du territoire. L'handicap, on en a parlé, il y aura plus d'explications sur le temps de l'agglo. Dans les différents événements, il faut renoter quand même qu'il y a comment il s'appelle, Lil Sikuna qui sera là. Donc c'est un jeune influenceur là, qui arrive à 10h, m'a-t-on dit. Je ne sais pas s'il sera là c'est un influenceur qui sera présent, qui est lui-même porteur de handicap et qui transmet son expérience donc avec bienveillance et humour donc aux jeunes, ou moins jeunes aussi j'espère, donc sur les réseaux sociaux, et il arrivera tout à l'heure. Et donc ce soir, donc, un événement également important qui est porté par le Coworkit. Donc c'est le concours Startup et Handicap avec la remise des prix. Et là, vous verrez des initiatives qui ne sont pas forcément locales, là pour le coup, hein, c'est vraiment sur l'ensemble du territoire, des initiatives technologiques qui visent justement à favoriser l'inclusion. Et il y aura donc ce soir la remise des prix. Et vous verrez des projets qui sont vraiment intéressants et qui auront des conséquences et des effets bénéfiques, on l'espère, rapidement. Les accessibles, donc je vous disais, il y a aujourd'hui, mais c'est tout le mois de novembre que ça dure. Il y a le programme qui est disponible partout, mais il faut quand même, il y a un événement important qui est le Connect-in, sur lequel il y aura un enjeu avec un atelier sur la thématique du numérique et du handicap. Donc à pas rater, c'est le 15 novembre au Palais des Congrès. Donc là aussi, c'est un accès gratuit, donc n'hésitez pas à venir le 15 novembre. Le Duo Day, le 17 novembre, donc sur lequel l'Orient Agglomération et les communes, les 25 communes participent pour favoriser justement l'intégration, l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, avec toute une série de propositions de stages, de découvertes du monde de l'emploi qui seront donc dans les communes, l'Orient Agglomération. Il y a même le président de l'Agglo qui est le maire de Lorient lui-même qui aura avec lui un volontaire, un candidat pour passer la journée avec lui. Donc voilà, c'est un bel exemple aussi d'inclusion et de faire en sorte que ça se développe et que ça devienne la norme. Et un dernier événement qu'il faut quand même souligner dans ce qui se passera le 24 novembre, c'est Cap Autonomie Santé qui organise ça. Donc avec l'événement Parcours et Handicap, donc voilà un événement important aussi, vous aurez plus de détails sur leur stand. Donc ce matin, donc, je salue donc, cette mobilisation qui est forte de tous les professionnels, il y a les bénévoles également, tout à l'heure on les a salués, les élèves de Marie-le-Franc qui sont là avec nous, et il y a les ESAT également, les 2 ESAT N-Bon-Codan qui seront présents pour la restauration, donc on salue cette mobilisation. Il y a tous les financeurs du projet HIT, j'en ai parlé, j'en ai donné quelques-uns. Et puis je ne vais quand même pas laisser le micro sans remercier les services de l'agglo, qui sont, alors je ne sais pas s'ils sont présents, les services de l'agglo, ils se mobilisent, ils sont là tout au long de l'année évidemment depuis 2020. Il y a Céline Laflute, voilà, si elle est là Céline, que je salue et qui va passer le relais parce qu'elle va nous laisser pendant quelques mois pour attendre un heureux événement. Donc il y a Tiffaine Barguin qui va la relayer. Et je peux citer aussi Ronan Arnois qui s'est mobilisé fortement. Ronan, je ne sais pas s'il est présent, mais en tout cas, vous lui transmettrez. Il s'est mobilisé fortement pour l'organisation de cet événement. Et je pense qu'il est juste de les remercier. Voilà, merci à vous. Et puis je vous passe la parole pour la première conférence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Velli. Alors donc la première conférence, on va la lancer puisque vous savez, on est également en direct retransmis sur le site HIT. Donc les besoins des personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie, c'est tout de suite. Voilà, j'ai laissé le temps du jingle, d'où mon silence. On va accueillir, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque le parcours, le programme a été largement présenté, on va tout de suite rentrer dans une étude qui va justement vous présenter comment on peut prendre en compte tout un parcours de vie pour une personne en situation de handicap, pour identifier, analyser ses habitudes de vie, les objectifs étant évidemment de pointer les contraintes, les besoins, mais aussi de dessiner des solutions. Donc vous avez ici présent à ma droite Myriam Le Goff-Prono, qui est donc directrice d'études à IMT Atlantique, qui est donc économiste de la santé.
Et donc IMT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'ingénieurs d'études supérieures et de recherche spécialisée notamment en numérique, en environnement et en recherche et en sociétal. Et Maud Nozan, qui est à côté d'elle, qui est chargée de recherche à l'IMT Atlantique et qui a donc mené cette étude qu'on va vous présenter et qui est à la base aussi éducatrice spécialisée. Donc il y a une expérience terrain très avérée, ce qui lui a permis de conduire cette recherche évidemment avec beaucoup de compétences. Et puis une fois qu'on aura déroulé cette étude, il était important pour nous d'avoir à nos côtés des personnes qui vont nous parler de solutions, d'accompagnement, de propositions. Donc vous avez Madame Françoise Le Fur, qui est directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et Monsieur Gwenda Roland, qui est directeur adjoint de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan. On en reparlera tout à l'heure. On va commencer tout de suite, Myriam et Maude, puisque effectivement, on est déjà un petit peu en retard. Allons-y. Alors bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter les premiers résultats de l'étude que nous avons menée dès le départ du projet HIT. On avait vraiment l'objectif de vouloir donner la parole aux personnes en situation de handicap, d'identifier leur parcours de vie et voir dans quelle mesure le projet HIT, avec l'ampleur dont on a parlé, l'ambition qui est attendue, pourrait répondre à un certain nombre de besoins des personnes en situation de handicap. Alors, les besoins, le projet se base, les réponses se basent sur les aspects technologiques. Vous voyez les différents partenaires du projet HIT, beaucoup d'industries, de start-up qui proposent des innovations. Donc, il y a le mot innovation qui est très important, mais on a aussi voulu montrer qu'il était aussi important de réfléchir aux besoins organisationnels, sociétaux, humains. Et donc là, l'objectif de cette étude, c'était d'aller au-delà des réponses purement technologiques. Du coup, l'objectif alors le projet HIT, pour ceux qui ne sont pas dedans, il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'opérations, donc on a chacun un numéro d'opération et l'objectif de notre opération à nous, c'était vraiment d'identifier les besoins, ça c'est la première chose, tout au long de leur parcours de vie et à partir de l'histoire de leur parcours de vie, d'identifier des contraintes ou des opportunités qui ont fait que la vie de la personne en elle-même a été facilitée ou a rencontré quelques difficultés. L'objectif au final, c'est qu'on puisse, grâce à cette étude, aussi proposer après des solutions qui seraient adaptées. Oui. Du coup, en termes de méthodologie, on est parti sur un échantillon de 25 personnes. Alors, c'est peut-être peu, mais on a voulu quand même toucher tout type de handicap. Et surtout faire des entretiens, un mode qui les a fait d'une durée assez conséquente, donc on devait un peu limiter l'échantillonnage, mais ça nous a permis quand même d'identifier un certain nombre de besoins, de voir aussi le pouvoir d'agir des personnes et retracer leur parcours de vie. On va vous montrer, représenter graphiquement aussi ces parcours de vie pour voir l'évolution, les points de rupture, les opportunités. Et en plus de cet entretien qualitatif, on a aussi mené 2 questionnaires qui sont des outils qui ont été développés par les Québécois, la mesure des habitudes de vie et la mesure de l'environnement, MQE, de la qualité de l'environnement, pardon. L'objectif, c'est vraiment de regarder par rapport à un certain nombre de situations de vie, la perception qu'a la personne au niveau de sa capacité à réaliser, l'aide qu'elle peut recevoir pour réaliser ses habitudes de vie et aussi voir son niveau de satisfaction par rapport à son parcours de vie. Alors, on a inclus 25 personnes, comme je le disais, tout type de handicap, habitant en Bretagne, projet HIT se veut sur le territoire breton, et tout type de handicap, donc psychique, mental, physique et sensoriel. Maud a interrogé 10 personnes. 10 hommes et 15 femmes. Et vous voyez une certaine représentativité du type de handicap. On a essayé de toucher un peu tout le monde pour avoir vraiment une vision de l'ensemble des personnes. Je pense que c'est bon.
Alors, juste ici, une première représentation, juste pour dire qu'on a fait ça pour les 25 personnes. L'idée, c'était d'identifier donc, le parcours de vie et puis se dire que le parcours de vie, c'est comme de véritables contraintes ou de réelles opportunités qui s'amoncellent tout au long de sa vie. Nous avons donc représenté en rouge les moments, les contraintes. Ici, on a le cas d'une personne avec un handicap psychique et les contraintes qu'il a rencontrées, c'est vraiment les moments d'hospitalisation qui sont vécus comme des moments difficiles. Et puis une opportunité, le fait en bleu d'appartenir à un groupe d'entraide mutuelle a permis à cette personne aussi de retrouver en fait une meilleure, de se mobiliser un peu plus sur ce parcours. Donc on a représenté ça pour l'ensemble. À partir de ça, on a pu identifier quelques besoins. Et donc c'est Maud qui va vous présenter les résultats qui vont suivre. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors pour les résultats, on a effectivement récolté des opportunités, des contraintes dans le parcours de vie, à peu près une vingtaine d'opportunités, une vingtaine de contraintes. Alors par exemple, dans les contraintes, on a pu relever la perte ou la baisse des capacités liées au handicap, le fait de vivre un divorce ou une séparation qui est revenu fortement, et pour quelques-uns d'entre eux aussi des harcèlements scolaires, alors liés, d'après les personnes interviewées, à leur situation de handicap. Et donc, à contrario, on a pu relever des opportunités comme la parentalité malgré le handicap, vécue comme une véritable réussite. La reprise d'études ou la réorientation professionnelle aussi est revenue très fortement. Alors pour la récolte des besoins, on en a récolté près d'une centaine. La récolte s'est faite à partir des thématiques qu'on a choisies après avoir rencontré les 25 personnes. Donc la scolarité, la formation, l'emploi, la santé, le logement, les loisirs, les déplacements, la sécurisation du parcours, les aides techniques et numériques, l'empowerment, le pouvoir d'agir et adosser la pérédance, et enfin les besoins spécifiques en situation selon la situation de handicap vécu. Alors donc on a identifié précisément 99 besoins. Donc je vous propose d'en voir quelques exemples, donc des recommandations et des solutions qui ont découlé de ces besoins. Donc à partir de la thématique du pouvoir d'agir par exemple, on a associé les personnes en situation de handicap aux décisions qui les concernent, développer les interventions de pères aidants, envisager la formation destinée aux futurs pères aidants, définir les modalités d'intervention des représentants des usagers et des pères aidants dans les projets, dans les instances décisionnelles, etc. Et encadrer les interventions de pères aidants sans influence. Pour la thématique de la sécurisation du parcours, on a récolté le fait de soutenir les proches aidants pour éviter les situations de rupture. Favoriser le soutien professionnel adapté à la situation de handicap vécu. Prendre en considération le cumul handicap et vieillissement. Et enfin, soutenir la parentalité des personnes en situation de handicap. Alors on s'est essayé à un croisement avec la pyramide de Maslow pour pouvoir catégoriser ces différents besoins. L'idée, c'est pas tant de hiérarchiser, c'est pas ça qui nous intéressait, mais de pouvoir voir sur quel type de besoin il fallait se concentrer en priorité. Et donc, il s'est avéré que les besoins de sécurité étaient ressortis énormément dans les échanges. Les personnes ont besoin de soutien, d'aide humaine pour se sentir en sécurité dans leur vie quotidienne. C'est quelque chose qui est ressorti énormément. Et donc on peut observer aussi que les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement sont ressortis de manière assez forte également. Alors il y a 0 qui est noté au niveau des besoins physiologiques. C'est vrai, les besoins le révèlent pas. Moi, j'ai mes quelques doutes quand même sur ce 0 pointé aux besoins physiologiques. Je pense que quand même, il faudrait élaborer une deuxième étude éventuellement pour vérifier ce chiffre. Voilà. Vous pouvez tourner. Hop. Merci. Alors,
Là, actuellement, on est sur un nouveau travail puisque j'ai une nouvelle mission dans le cadre de HIT. Je suis en charge de rencontrer l'ensemble des porteurs de projets pour pouvoir proposer un cadre d'évaluation des politiques publiques communs à l'ensemble pour l'ensemble des opérations. Et donc, étant donné qu'on a fait une récolte des besoins, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de croiser à la fois les besoins qu'on avait récoltés et les réponses qui étaient apportées dans les différentes opérations. Alors, je vous en propose 2 exemples. Pour l'opération 5.2.2, adaptabilité et évolutivité de logement, donc la création d'un cahier des charges et la mise en place d'appartements témoins temporaires, on a pu observer qu'on avait en commun le fait d'adapter les logements sociaux, le fait d'associer les personnes pour penser les aménagements, le fait de laisser la possibilité de penser les aménagements après l'entrée, le fait d'augmenter le nombre de logements sociaux, le fait de repenser le cahier des charges pour les places de parking, le fait de prendre en considération les spécificités ou le maintien dans le logement, ça c'est spécifique pour les personnes en situation de handicap moteur, et le fait de penser l'aménagement en choisissant des contrastes de couleurs et en évitant des espaces trop volumineux pour les personnes en situation de handicap visuel. Pour la deuxième opération qu'on a choisie, la 5.3.3, expertise auprès des prestataires de loisirs, tourisme et labellisation tourisme et handicap, on a pu observer qu'on avait en commun le fait de favoriser l'accès aux loisirs au lieu de loisirs, le fait de soutenir la reprise d'une activité pour se mobiliser ou se remobiliser, proposer une offre diversifiée ou informer sur l'existence d'outils et d'astuces pour accéder au voyage. Alors en conclusion, pour ce qui a été dit des 25 personnes de manière forte, en principale cause de rupture, elle précise les démarches administratives sont trop complexes, les difficultés pour habiter et se déplacer sont encore très présentes aujourd'hui et il y a encore une forte stigmatisation des personnes en situation de handicap. Les thématiques de l'isolement et de l'insécurité, comme je vous le disais tout à l'heure, ont été fortement abordées. Les personnes interviewées, elles réaffirment en permanence leur volonté de faire entendre leur voix. Et donc pour la suite de nos recherches, il s'agira maintenant d'analyser les outils de mesure des habitudes de vie et de la qualité de l'environnement qui permettra d'affiner les besoins, notamment à partir du niveau de participation sociale. Voilà. Merci beaucoup Myriam et Maud. Une petite question quand même? Oui, si vous voulez. Est-ce que cette étude est destinée à être consultable justement par les différentes institutions publiques, prestataires, partenaires? Oui, l'idée c'est de la diffuser. On n'a pas encore retravaillé sur le mode de diffusion, mais oui, tout à fait. L'objectif c'est vraiment de la publier et puis de la rendre disponible à tous. Parce que c'est vrai que si les filières handicap sont très, très à même de comprendre tout ce qui a été dit là, et pour certains c'est même une évidence, on a ici un public, j'espère, qui est un public divers, avec des gens qui ne sont pas forcément en situation de handicap, des entreprises peut-être en recrutement. Enfin voilà, donc c'est important de reposer pour l'ensemble de la journée ces éléments-là. Je vais m'adresser à Madame Le Fur, donc, qui est directrice de la CPM 56. Ce zéro pointé, entre guillemets... Ah oui, pardon, vous avez les micros juste derrière, filaires, qui sont déjà allumés. Voilà, merci beaucoup. Je m'interrogeais sur ce zéro qui a été identifié et qui pose question à Maud Neuzan sur les besoins physiologiques. Je pense que vous, à la direction de la CPM, effectivement, c'est le genre de besoin dont vous entendez largement des échos et qui ne ressortent pas là, dans l'étude. Est-ce que c'est un sujet qui peut être un peu plus tabou ou simplement le fait qu'il soit moins prioritaire, c'est pas celui qu'on a envie d'exprimer en premier lors d'une étude ? Bonjour à toutes et à tous déjà. Donc, je tiens à préciser que je viens d'arriver depuis un petit peu moins de 2 mois et que donc il y a un certain nombre de sujets qui m'échappent encore dans le Morbihan, mais je m'attelle à mieux les connaître et remercier les organisateurs de m'avoir invité. Sur ce sujet-là, c'est difficile pour moi de répondre à la place en fait des personnes qui ont été interrogées. C'est vrai que
Ça pose question. Maintenant, l'assurance maladie, on la connaît beaucoup en tant qu'organisme qui va prendre en charge en fait les soins, qui va essentiellement rembourser. Donc c'est un positionnement, on va dire, un peu historique de l'assurance maladie. Maintenant, ce que je voulais dire en propos introductif, c'est que ce qui ressort de cette étude et de tout ce qu'on peut lire et évoquer avec les uns et les autres, c'est que sur la thématique de la personne en situation de handicap, il n'y a pas un seul acteur qui peut travailler tout seul. Et que ce qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il y ait un travail en partenariat, en coordination, que ce soit avec les institutionnels que nous représentons aujourd'hui, ou bien avec les acteurs en fait du soin, de la prise en charge, et que sans ça, je pense qu'on n'avancera pas. Donc en termes de positionnement de l'assurance maladie, pour moi, ce qui est important, c'est d'être très présent sur le territoire, et de mettre à disposition des moyens pour contribuer à faire en sorte que la situation des personnes en situation de handicap s'améliore. C'est vraiment un message très important. Donc par rapport à votre question, je ne sais pas dire aujourd'hui s'il y a un biais au regard de l'étude telle qu'elle a été menée, mais je pense que ce sont les personnes elles-mêmes qui peuvent être interviewées. Je pense que c'est le sens aussi de la poursuite de l'étude que vous avez évoquée. En tout cas, dans les besoins qui étaient pointés, rien ne vous a vraiment étonné, qu'on soit dans le Morbihan ou ailleurs, ces questions de handicap sont les mêmes, sur une même approche? Il y a un certain nombre de questions qui font écho, en tout cas au niveau de l'assurance maladie. Dans un premier temps, je pense que pour l'assurance maladie, comme pour d'autres institutions, l'important, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap et de faire en sorte, en tant qu'employeur, on met à disposition de nos collaborateurs qui sont en relation avec ces personnes en situation de handicap de les comprendre et de bien répondre à leurs besoins. Et de ce point de vue-là, on commence à mettre en place en fait des formations de nos collaborateurs qui sont en relation directe avec les personnes en situation de handicap pour qu'elles soient en mesure de mieux les accueillir. Et je pense que ça, c'est la première action que l'on peut mener à notre niveau, c'est d'être des professionnels de l'accueil des personnes en situation de handicap aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas, parce que je pense que mes collaborateurs sont tout à fait professionnels, mais je pense qu'on peut encore s'améliorer. C'est vraiment un axe très fort de formation pour ce qui nous concerne en dehors du fait évidemment d'être aussi un employeur responsable et donc qui accueille un certain nombre de collaborateurs eux-mêmes en situation de handicap. Ensuite, comme je le disais, on a aussi mis en place un certain nombre de conventions avec des partenaires, parce que malheureusement, pour les personnes en situation de handicap, comme pour d'autres personnes assurés sociaux, il n'est pas toujours facile de venir dans les locaux de l'assurance maladie pour parler de ces problèmes. Et donc, on met en place un certain nombre d'actions de partenariat, évidemment avec la MDA qui est l'acteur majeur, mais aussi avec l'Association des paralysés de France, avec d'autres associations, de manière à mailler le territoire pour repérer en fait un certain nombre de situations que nous, on ne voit pas. Et que ces personnes-là, on puisse quand même répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Donc on ne peut pas être partout, évidemment, et il faut mailler le territoire avec des partenaires qui sont en relation directe avec les personnes qui sont en situation de handicap. Je voulais juste dire qu'en complément des données, sans être trop lourde sur les données, l'assurance maladie, depuis 2022, a choisi en fait un baromètre qui s'appelle Handifaction. Je ne sais pas s'il est connu de tout le monde ici. En tout cas, j'encourage les personnes qui sont en situation de handicap à consulter et à compléter ce baromètre parce que l'assurance maladie le considère aujourd'hui comme un outil de référence pour mesurer l'accès aux soins des personnes qui vivent avec un handicap. Et ce travail, pour nous, il est extrêmement important pour progresser dans la santé de toutes ces personnes et aussi aider les professionnels du soin à mieux soigner les personnes vivant avec un handicap. Et donc, dans les résultats que je regardais, les derniers qu'on a, qui datent de 2021, ce qui est aussi... ce qui peut interpeller, c'est la question de l'accès aux soins, puisque parmi les personnes qui ont répondu, elles étaient à peu près 15 000, à peu près 20% des personnes déclarent ne pas avoir pu effectuer le soin.
Et 14% disent qu'elles ont dû abandonner leur recherche de soins. Et notamment, on sait que dans le Morbihan et ailleurs, malheureusement aujourd'hui, une des problématiques, c'est l'accès aux soins par le biais du médecin traitant, et donc d'avoir un médecin qui soit en capacité donc de prendre en charge, qu'on soit handicapé ou pas. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Mais un tiers des personnes qui ont abandonné les soins l'ont fait à la suite d'un refus. Donc il faut aussi travailler ce sujet-là, je pense, aujourd'hui, et je pense que l'assurance maladie peut aussi y contribuer, mais les personnes disent aussi qu'elles abandonnent les soins par manque d'accompagnement. Donc je pense qu'il y a un sujet autour de l'accompagnement. Bien sûr, l'assurance maladie peut être contributeur, mais sans doute d'autres institutions ou associations sont également partie prenante. On a aussi le problème, bien sûr, de l'accès par rapport au déplacement, qui est quelquefois péjoratif. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire, je suis sûre même que les données sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Handifaction, et surtout pour les personnes qui sont en situation de handicap, de compléter les questionnaires, parce que ça nous aide, nous aussi, à proposer en fait des services qui soient mieux adaptés à ces personnes en situation de handicap. Donc, ça veut dire juste quand vous évoquez ça, ça veut dire une formation qui est proposée aussi au personnel de la CPM pour mieux accompagner, puisqu'effectivement ça reste des approches et des parcours de vie qui peuvent être très différents les uns des autres. Chaque handicap est un peu différent. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la formation. Mais ça nous aide aussi à faire évoluer nos prises en charge. On parlait tout à l'heure des soins, alors je ne parle pas du monde hospitalier, mais plus du monde ambulatoire. Depuis le 1er avril 2022, je donne peut-être quelques exemples, dans les conventions qui nous lient avec les professionnels de santé et plus spécifiquement les médecins, l'assurance maladie a mis en place une consultation qu'elle qualifie de très complexe. Alors quand on parle de consultation très complexe, ça veut dire que l'assurance maladie a majoré le montant de la prise en charge. Une consultation chez un médecin généraliste, aujourd'hui, c'est 25 €. Là, on va la rémunérer 60 €, justement pour constituer le premier certificat médical obligatoire pour l'élaboration du dossier destiné à la MDPH. Voilà, pardon, c'est MDA. La Côte d'Opale qui me revient en tête, excusez-moi. Donc la MDA, on sait que c'est du temps que doit consacrer le médecin à l'élaboration de son dossier. C'est pas une consultation pour un rhume. Voilà, on ne devrait pas consulter pour un rhume. Mais bon, en tout cas, on sait que c'est du temps consacré par le médecin. Donc là, l'assurance maladie vient financer de manière particulière en fait cette consultation qui permet aussi, je pense, à la MDA de disposer de dossiers plus complets et aussi de traiter peut-être plus rapidement ces demandes. On a aussi donc un financement pour des patients qui ont un handicap et qui quelquefois vont chez le médecin et au moment d'y être ne peuvent pas finalement passer le cap du cabinet. Et là, on va quand même rémunérer le médecin même s'il n'a pas pu avoir une vraie consultation avec ce patient-là. Et puis, on a aussi la consultation de repérage des troubles du spectre autistique qui a été étendue à tous les troubles du neurodéveloppement, depuis le 1er avril aussi. Et là, on est aussi sur une consultation qui est majorée à 60 €. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est le fruit d'une observation, c'est le fruit aussi de discussions avec les personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui, avec les professionnels de santé qui nous font part de leurs difficultés, et l'assurance maladie essaye, dans ce cadre-là, d'avoir une contribution un peu différente. Et puis je terminerai, parce que je crois que je vais dépasser mon temps d'intervention, par un dispositif qui a été novateur et testé dans le Morbihan depuis plusieurs années maintenant. C'est le dispositif MAMPSI, qui depuis quelques mois maintenant a été étendu à l'ensemble du pays, mais on prend maintenant aussi en charge, donc pour certaines pathologies, des séances de psychologues. Et le département du Morbihan a été moteur et novateur dans ce cadre-là. Donc c'est aussi une autre offre que l'assurance maladie propose par rapport potentiellement à des personnes en situation de handicap, mais pas que, en l'occurrence. Voilà.
Donc on avance petit à petit, mais il y a encore beaucoup à faire. Je m'interroge, Gwendal Roland, j'ai fait un mix des deux, de la Maison de l'Autonomie, sur ce qui ressort dans l'étude, c'est-à-dire la difficulté aussi d'aller vers un parcours de soins, parce que la démarche administrative peut être lourde, parce que c'est la difficulté des transports aussi, c'est la difficulté de trouver un médecin traitant. Ça, pour vous, c'est autant de freins aussi pour le rôle que vous avez et que vous allez nous expliquer, d'identifier une personne en situation de handicap et de lui proposer des aides et un accompagnement qui va avec. Tout à fait. Bonjour à tous. Pour commencer, en effet, ça a été bien exprimé et bien expliqué aussi. La simplification des démarches est un véritable enjeu, aussi bien à notre niveau qu'au niveau des partenaires, parce que je rebondirai là-dessus en disant qu'en effet, même si la Maison départementale de l'autonomie est un acteur majeur, incontournable quand on est en situation de handicap pour faire valoir, reconnaître ses droits et bénéficier d'ouverture de droits ou de prestations pouvant compenser sa propre situation. On ne travaille pas seul, on ne peut pas travailler seul, on est obligé de s'entourer de partenaires pour apporter des réponses de plus en plus adaptées, pour aussi, comme disait ma collègue, avoir des éléments aussi de plus en plus complets au niveau des bilans, des certificats médicaux, des différentes pièces qui peuvent nous être transmises afin de fluidifier nos circuits internes en termes d'évaluation et d'améliorer aussi le traitement de nos demandes. Simplifier les démarches, c'est vrai que c'est très administratif. L'administration d'une ouverture de droits et de prestations au niveau de la MDA, c'est très administratif, et le rendre accessible, c'est à la fois le rendre à la portée de tous, aussi bien géographiquement, avec des points d'information, orientation en territoire, aussi bien par l'accessibilité de nos courriers, parce que qui dit administration dit courrier, d'accusé-réception de pièces, d'accusé-réception de dossiers, de notification de droits, expliquant pourquoi on l'accorde, pourquoi on le rejette éventuellement, et les recours éventuellement possibles. Et à chaque étape, il y a cela, et notamment il y a un dossier aussi initial de demande qui est assez conséquent, qui est composé de 20 pages, ce n'est pas rien, et tout cela, il faut aussi le rendre un maximum accessible. Donc une fois qu'on a réussi à passer tout cela, quelque part, on est bien content. Mais c'est vrai que j'ai entendu, ça a fait écho, cette histoire de parcours du combattant, quelque part, pour accéder à cela. En effet, je le reconnais. Alors, moi aussi, je suis arrivé assez récemment sur ce poste-là, sur ces fonctions-là. Mais c'est un véritable enjeu pour moi que de rendre tout cela plus accessible, plus suivible, et ainsi que pour les équipes de la Maison départementale de l'autonomie. Parce que derrière, plus on sera lisible, plus on sera accessible, en effet, et plus le travail aussi des agents sera facilité en interne. Il en va de soi. Alors après, le champ est très très vaste, la thématique est très très vaste aussi, sur les besoins des personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie. C'est à tout âge. Ça va intéresser à la fois l'enfance, notamment avec un point clé de l'enfance qui est la scolarisation. Et je rebondirai aussi là-dessus sur la situation qui a pu être présentée en termes d'opportunités, qui était l'appartenance à ce gène, notamment, qui pouvait être un levier dans le parcours de cette personne. Et en effet, c'est pour ça que la scolarisation est importante, parce que l'appartenance à un groupe social, pouvoir faire partie de la société, c'est en effet, à mon sens, quelque chose de très important, que de travailler sur un maximum d'inclusivité, un maximum d'inclusion à tous les âges de la vie pour pouvoir répondre plus globalement à l'ensemble des besoins de ces personnes. Et donc, on aura la scolarité à l'enfance, on aura la question de l'emploi aussi à l'âge adulte, et ensuite va s'intéresser, et là c'est là où on a un peu moins de marge de manœuvre au niveau de la Maison départementale de l'autonomie, parce que c'est un âge qui commence à nous échapper, mais le vieillissement de toutes ces populations et quelles réponses on peut apporter quand une personne en situation de handicap vieillit. On sait pertinemment que le vieillissement ne se fait pas au même rythme, ne se fait pas aux mêmes âges, ne se fait pas dans le même contexte, et on sait aussi que on est aujourd'hui un peu à court de réponses, aussi bien au niveau de la société, au niveau global, pour pouvoir apporter vraiment des éléments adaptés pour permettre aussi, là encore, à ces personnes handicapées qui vieillissent, qui ont eu un parcours de vie, de scolarisation, d'emploi ou tout autre projet, de pouvoir toujours faire partie intégrante de la société, de pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle offre. À partir de là, qu'est-ce que l'on propose aussi à l'AMDA pour revenir sur nos missions propres? C'est vrai qu'acteur majeur, car comme ce qui a pu être, j'ai pu le dire, on est un guichet, souvent
qualifie de guichet unique d'accès aux droits et aux prestations pour la compensation notamment des personnes en situation de handicap. Ça va à la fois de prestations financières pour financer de l'aide humaine, de droits notamment via des cartes mobilité inclusion, invalidité, priorité, stationnement, sur différents types de droits, les reconnaissances de qualité de travailleur handicapé, etc., etc. Autant de dispositifs que je ne vais pas énumérer et expliquer ici parce que ça pourrait être très très long et fastidieux, mais qui visent à répondre au mieux à chaque âge de la vie aux besoins que peuvent exprimer ces personnes. Vous avez des chiffres quand même en termes de quantité sur le Morbihan, c'est assez énorme comme nombre de dossiers. Oui, il faut se dire, il faut avoir en tête qu'en département du Morbihan, c'est un peu plus de 60 000 personnes qui ont des droits ouverts aujourd'hui. Quand on se dit ça, on est quasiment à environ 8% de la population morbihanaise qui a un droit ouvert au niveau de la MDA. Et si on se prend ces 60 000 personnes, pour la moitié d'entre elles, elles bénéficient d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ce qui permet de relativiser aussi. On voit que notamment à notre niveau, la question de l'emploi est une question majeure. Quasiment un dossier sur deux est concerné par une thématique liée à l'emploi ou au maintien dans l'emploi. Et au-delà de ça, ce qui est un peu plus emblématique à mon sens quand on est de l'extérieur, tout ce qui relève de la prestation compensatoire du handicap, on va être sur un nombre beaucoup plus restreint. Ça va être seulement moins de 10% des personnes qui vont avoir une aide relative à la prestation compensatoire du handicap. Donc ça permet de relativiser et se dire que voilà, les situations de handicap en Morbihan sont très diverses et variées, comme dans le cas de la société en général. On parle souvent des handicaps visibles et des handicaps invisibles, et là, quelque part, se dire que voilà, 30 000 personnes à peu près qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, elles sont un peu partout dans la société, elles sont un peu partout dans les différentes entreprises, et donc de ce fait-là, beaucoup d'entre nous ont des collègues qui ont cette reconnaissance sans être au courant de qui est cette reconnaissance. Donc les situations du CAP sont vraiment diverses et variées et comment dire, à nous d'y répondre au mieux pour vraiment permettre à tout à chacun de pouvoir bénéficier de tout ce qu'offre la société. À partir de là, on a tout ce volet-là quelque part d'ouverture de droits, de notification de prestations sur des situations individuelles, mais aussi la maison départementale d'autonomie travaille au-delà, c'est-à-dire sur des projets partenariaux, comme on pouvait le dire, car on ne fait rien sans partenaire non plus à notre niveau, que ce soit pour la remontée d'informations, notamment pour le traitement des dossiers de demande, mais aussi pour l'apport de solutions. La scolarisation est un enjeu majeur, donc en effet, notamment l'éducation nationale est un partenaire majeur de la maison départementale d'autonomie, notamment dans le lien que l'on peut avoir avec les différents établissements scolaires, les écoles, en territoire, pour notamment diffuser de l'information sur comment mieux adapter l'accueil des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires, sur l'utilisation des matériels pédagogiques, sur les accompagnements humains aussi, les AESH qui sont mis en place dans les différentes écoles, et expliquer à quoi servent ces aides-là, comment elles peuvent être utilisées, et aussi pour favoriser la scolarisation autant que faire se peut des personnes en situation de handicap. Et aussi travailler notamment très étroitement avec les services de l'éducation nationale et de l'Agence régionale de santé à l'accueil des enfants aussi qui sont en attente de place en établissement ou en dispositif spécialisé, adapté, et qui ne peuvent en bénéficier à ce jour, afin qu'ils soient à minima scolarisés sur un temps donné et bénéficient de prise en charge adaptée par ailleurs. On ne pourrait pas le faire seul que de travailler là-dessus, on se doit de s'entourer de partenaires. Il y a encore beaucoup de travail. On entend tous les ans beaucoup de familles qui alertent sur la difficulté de scolariser leurs enfants dans leur lieu de vie. En effet, il y a encore beaucoup de travail. Il y a cette grande idée, mais même plus globalement, d'une société plus inclusive. Et travailler à une société plus inclusive, ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus, ça ne se fait pas en une étape. Et travailler à l'école inclusive non plus. Et c'est pour ça que c'est tout un accompagnement aussi de la société, tout un accompagnement aussi à l'évolution des mentalités. C'est une conduite de changement global de la société qui doit être accompagnée. C'est très conséquent. Donc il y a du mieux. C'est vrai que les enseignants avec lesquels on travaille nous font remonter. L'école il y a quelques années n'est plus l'école d'aujourd'hui sur l'accueil de ces enfants-là. Mais il y a toujours des questions auxquelles il faut répondre, des adaptations à produire pour aussi concilier à la fois les contraintes de l'école, les contraintes de cet enfant qui est accueilli, les possibilités que l'on a aussi
Nous, au niveau de la MDA, l'éducation nationale, avec la mise à disposition de moyens humains pour apporter des réponses concrètes et adaptées à ces situations. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui est fastidieux, qui est du quotidien et qui n'est pas prêt d'être terminé en effet. Mais ça vaut à la fois pour l'école, ça vaut aussi pour l'emploi, ça vaut à tous les âges et encore plus, à mon sens, aujourd'hui, sur le vieillissement de ces populations. Et les loisirs, on a vu tout à l'heure dans l'étude que c'était très important aussi, parce que pour avoir une vie décente, il faut avoir une vie aussi avec des loisirs, du sport. Et on le verra dans une autre table ronde d'ailleurs dans la journée, qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites et qui sont faites d'ailleurs. Et qu'il faut encore progresser sur cet aspect-là. Oui. Oui, et c'est, à mon sens, ces loisirs, ces questions des loisirs-là relèvent juste du fait aussi que ces personnes-là, tout ce qu'elles désirent, comme tout à chacun, c'est faire partie de la société et bénéficier de tout ce qu'elle offre. Faire partie d'un groupe social, pouvoir aussi profiter des plaisirs de la vie, et c'est bien normal. Mais ça nécessite justement à ce que la société travaille sur elle profondément, en profondeur, pour rendre tout cela accessible au plus grand nombre. Et c'est vraiment, à mon sens, le paradigme que l'on doit avoir en se disant, on propose une offre aujourd'hui de loisirs, comment je fais en sorte pour qu'elle soit vraiment accessible à tout à chacun. C'est, à mon sens, avant de savoir comment compenser et permettre avec des aides tierces éventuellement à tout à chacun d'y accéder, quelque part, le point de départ devrait être différent en disant comment moi je propose quelque chose qui peut être accessible largement avec un minimum d'aide pour que ça puisse en bénéficier au plus grand nombre. Comment chaque organisation doit effectivement regarder à sa porte ce qu'elle fait sur le fait du vivre ensemble. Tout à fait. D'inclusion. On va accueillir, et merci beaucoup à Lils Kuna d'être arrivé. Alors, je vous en prie, rejoignez-nous. C'est très bien parce qu'on parle de parcours de vie. Là, on a un parcours de vie assez impressionnant. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Lils Kuna, c'est vrai que c'est plutôt génération TikTok. Donc, 600 000, plus de 630 000, je crois, followers, comme on dit. Voilà, vous avez 21 ou 22 ans, je crois, même si vous paraissez beaucoup plus jeune. Et ce qui est assez chouette de vous suivre sur les réseaux, comme le disait Fabrice Velli tout à l'heure, c'est que en fait, vous êtes un influenceur, parce qu'à 600 000 followers, on vous met dans la catégorie des influenceurs. Vous avez votre handicap, il est visible, quoi qu'il y a des choses invisibles, puisqu'on l'a dit sur votre âge, vous pouvez tout à fait en jouer. Et en fait, je me suis simplement posé une question, parce que je pense que des instituts de sondage comme Ipsos ou IFOP vous envierez aux 600 000 abonnés pour leur poser une question et avoir un taux de retour. Je me posais simplement la question en regardant les différentes petites vidéos que vous postez sur votre vie quotidienne de jeunes, de handicapés, mais aussi de vos goûts musicaux et tout un tas de choses. Qu'est-ce qui fait communauté autour de vous? Est-ce que c'est votre âge? Est-ce que c'est votre handicap? Ou est-ce que c'est votre personnalité, les contenus que vous proposez? Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, pour commencer, bonjour à tous. Par rapport à la question que vous m'avez posée, tout d'abord, en vrai, je pense que c'est plus le côté handicap au début qui a attiré les gens. Et en fait, c'est que ma personnalité qui fait que je suis tout le temps joyeux, que je parle de mon handicap facilement et ça me gêne pas. Et du coup, c'est là que les gens ils sont plus intéressés à moi. Je pense que du coup, il y a le côté handicap, mais aussi ma personnalité. Oui, assurément, parce que j'imagine bien que sur les 600 000 followers, vous n'avez pas que des gens dans un fauteuil roulant, loin de là. Ce qui est intéressant dans vos petites vidéos, justement, c'est qu'on va avoir des choses, vous seriez dans un fauteuil ou pas, on a des contenus de jeunes de votre génération, qui, sur la musique, sur les sorties, sur la drague, sur les filles, sur les déplacements. Et en même temps, de temps en temps, vous vous autorisez de manière très naturelle de dire là, en fait, ça va pas. Ouais. Et ça va pas physiquement, ça va pas moralement, ça va pas aussi parce que vous avez un problème de garage sur votre véhicule de transport. Et ça, c'est important pour vous de jouer les choses cash comme ça, de dire aussi ça va pas des fois. En fait, c'est mieux. Faut pas se dire que tout est rose. Parce que certes, je suis joyeux, certes, je montre que ça va, mais il faut pas oublier que je reste humain et que des fois c'est difficile et faut montrer que des fois c'est difficile. Vous dites que votre force mentale est plus forte que votre force physique? Exactement, par contre ça c'est vrai. Alors quand on parle d'influenceurs, vous l'avez compris, derrière c'est important pour les médias, pour les institutions qui ont toujours besoin d'influenceurs. Influenceurs pour influencer le grand public sur quelque chose.
vous souhaitez influencer les gens sur quoi? Sur le regard, sur le handicap, sur la jeunesse, la diversité de la vie, quelles sont vos volontés d'influence? Bah moi, j'aimerais bien influencer sur tout ce qui est audiovisuel, pour commencer. Déjà la télé, montrer un peu plus... je sais pas, c'est que de base, les gens voient le handicap comme une fatalité, comme quelque chose de ah ouais, oh non, c'est dommage, oh le pauvre. Alors que pas du tout. Moi, personnellement, je suis très content d'être dans mon fauteuil. Je voudrais pas remarcher. Parce que se cogner le petit doigt de pied, je pense que ça doit faire très mal. Et moi, j'ai pas envie. Mais ouais, sur ce côté-là, c'est qu'on montre pas assez le handicap. Je trouve que à la télé, c'est rare. Et on est obligé de, des fois, créer des programmes exprès pour nous, alors qu'on n'a pas besoin de créer des choses exprès pour nous. Ça devait être naturel, genre qu'on Pensez soit aux debout ou petits, pas, en fait. les petits sketchs vestiaires, là, vous regardez ça peut-être, qui est effectivement un des premiers en télévision publique, on va dire. Ah ouais, celui qui est sur la piscine, là? Ouais, c'est ça. Ouais, si. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes de visibilité, il y a 12 à 13 millions de Français porteurs d'un handicap en France. On les voit peu sur les médias, pas que la télé, parce qu'effectivement, vous êtes plutôt génération écran. Vous êtes d'autres influenceurs comme vous pensez en situation de handicap? J'avoue, j'ai pas regardé. Ah oui, on est Il y en a beaucoup. beaucoup. Ouais, On il y en est a beaucoup. beaucoup. Sur TikTok plutôt. Sur TikTok? Ouais, si, on est pas mal. On est pas mal. Alors vous n'étiez pas là, mais l'étude qu'on a vue, là, c'était sur le parcours de vie, sur la manière dont on peut accompagner une personne en situation de handicap tout au long de sa vie. On a vu qu'il y avait beaucoup de points, il y avait une espèce de graphique qui nous montrait qu'il y avait plein de moments de rupture, et puis de temps en temps, il y avait ce point bleu d'espoir qui venait nous raconter qu'à un moment donné, simplement de rencontrer une structure partenaire, une structure d'aide, tout d'un coup, ce qui était des points d'achoppement, des points de difficulté, ça repart en avant. Est-ce que vous avez vous-même fait appel à des groupes, des communautés, des partenaires d'entraide, des structures qui sont spécialisées ou... Bah moi déjà pour commencer, je vais raconter un petit mon parcours. Bah oui, s'il vous plaît. On a détecté ma maladie à l'âge de 3 ans. C'est que tout ce qui était échographie dans le ventre de ma mère, bah, on n'avait pas détecté. C'est 3 ans après ma naissance du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma tête était un peu trop grosse par rapport à mon corps. Et que quand je courais, parce que du coup, je marchais quand j'étais petit, et que quand je courais, bah, que je voulais m'arrêter, bah, ma tête partait en avant et je tombais tout le temps sur la tête. Et un jour, c'est ma grande sœur qui est ici présente, je sais pas où elle est là, qui était en études d'infirmière, qui a dit à mes parents que c'était bizarre. Là, on m'a amené voir un médecin et on m'a détecté une polymyosite. Du coup, comme je le dis tout le temps, si vous regardez sur Internet, c'est pas du tout ce que j'ai. Le physique, il va pas du tout avec la description de la maladie. Donc, moi, j'ai toujours su que j'avais ça. Ensuite, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai eu des complications pour marcher. Mes jambes étaient un peu trop faibles. Du coup, quand je marchais, je tombais. Et là, on m'a donné un fauteuil. Et en fait, donner un fauteuil à un enfant de 7-8 ans, pour lui, c'est une petite voiture. Donc, je m'amusais que avec ça. Je suis resté assis très longtemps. Je me suis habitué. Du coup, la marche, elle est partie au fur et à mesure. Après, j'ai été dans un centre à l'APF qui m'ont suivi pendant, je crois, presque 10 ans, qui m'ont accompagné sur l'école, dans la vie de tous les jours, même mon orientation scolaire. Ensuite, j'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Parce que du coup, je commençais à avoir la vie d'adulte. Et je suis parti aussi dans un centre de rééducation à Hélène Poidat. J'ai fait 3 mois. On a fait plein de choses. J'ai pu me remettre debout avec des attelles. Sauf que mon corps n'était pas en accord avec mon cerveau. C'est que moi, je voulais et mon corps voulait pas. C'est que je supportais pas du tout les attelles. Et du coup, on m'avait proposé des opérations. On est en 2022, j'attends toujours l'opération. Et après, je pense que c'est un mal pour un bien parce que je pense que j'aurais fait l'opération, les séances de rééduc, ça aurait été hyper compliqué. Et aujourd'hui, j'ai su trouver un truc à faire de mon handicap, donc voilà. Mais ouais, j'ai fait appel à l'APF et à un centre de rééducation.
Et aujourd'hui, vous utilisez, en fait, votre rôle d'influenceur vous permet de vivre. C'est votre activité principale? Oui, D'accord. Ok. c'est vraiment mon activité principale. J'ai fait des études, j'ai eu mon bac. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire que ce soit parents ou même enfants ici, ayez votre diplôme du bac au moins. Parce qu'on va pas sur les réseaux si on connaît rien. Parce que lire un contrat de partenariat, faut savoir comprendre. Donc voilà, faut au moins aller jusqu'au bac. Et en termes de conseils aussi, dans votre parcours de vie, justement, qu'est-ce qui pour vous, si vous aviez un message ou des messages à passer, Message à passer bah, c'est là, à plus- des partenaires, à la société civile, comme on dit? bah, je pense que ça va être pour tout le monde. C'est que moi, je pense que dans la vie, certes, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Moi, je suis assis. Il y en a, vous êtes debout. Il y en a, vous êtes debout. Vous avez un handicap, on ne le voit pas. Et je pense que c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont un handicap qu'on ne le voit pas. Parce que les gens, ils se disent « Oh, mais t'as rien, qu'est-ce que tu fais ?» Alors que non, 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 non. C'est les personnes en face, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas comment ils le vivent. Mais si vous voyez quelqu'un qui a un handicap ou pas, juste cette personne, elle est mal, accompagnez-la. Vraiment, c'est juste ça. Accompagnez-la jusqu'au bout. Ne laissez jamais tomber cette personne, ou même vous. Ne vous laissez jamais tomber si vous n'êtes pas bien. Et si vous voulez, moi j'ai des bons gants de boxe pour combattre la vie. Si vous voulez, je vous les prête. Et on bat la vie tous ensemble. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Je pense à Nils Cunard. Merci beaucoup. C'est un témoignage très fort parce que ça nous rappelle juste que ce terme d'inclusion qu'on utilise beaucoup, malheureusement, il devrait simplement s'appeler vivre ensemble et on ne devrait pas se poser de savoir qui exclut ou inclut. Donc voilà, un grand merci aussi à Gwenda Roland, à Madame Le Fur, à Myriam et à Maude. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine table ronde tout à l'heure, un petit quart d'heure de pause. Merci à vous tous d'être présents et d'avoir écouté avec attention cette conférence. Merci.